Donc oui, le doctorat sauvage en architecture, c'est né d'un constat assez simple, hein, c'est que l'ensemble des écoles d'architecture se sont alignées il y a déjà quelques années sur la fameuse séquence licence, master, maîtrise, mais ils n'avaient pas pris le soin de... pardon, licence, master, doctorat, mais ils n'avaient pas pris le soin de créer de doctorat en architecture. Donc on s'est dit que comme ils n'arrivaient pas à le faire, on va les aider et on a décidé de le faire nous-mêmes. Et ça part d'un autre constat, c'est que donc Échelle Inconnue, c'est à la fois des architectes, des géographes, mais bon, à l'origine c'est surtout des architectes et on s'est bien rendu compte que les écoles d'architecture ne sont pas là pour fabriquer, sont là que pour une chose, c'est-à-dire fabriquer la ville des riches ou celle qui conviendrait aux riches. Je suis désolé d'être aussi caricatural, mais il y a un moment... je ne vois pas comment l'expliquer autrement, et qu'évidemment c'était dans le cadre de cet enseignement que quelque chose clochait d'évidence. Et que d'autre part, il nous semble que le programme de l'architecte, même si c'est une profession qui est dépossédée de manière générale, dépossédée de son savoir-faire technique, les ingénieurs le font mieux, dépossédée d'une somme de savoir-faire qui s'accroche à une pauvre loi qui est celle des 170 mètres carrés, qui fait qu'on est obligé de faire appel à un architecte au-dessus de 170 mètres carrés, que voilà, ça suffisait pas à justifier l'existence d'une telle profession, ni même d'une corporation, ni même d'un ordre, etc. Et que probablement, là où on pouvait encore exister, c'était dans cette espèce de croisement, de compréhension de la complexité de ce qui est la ville, l'espace habité, etc. D'où la création de ce doctorat sauvage en architecture. Et l'autre idée du doctorat sauvage en architecture, c'était aussi le fait que nous, au travers de nos travaux, on se nourrit évidemment de textes de chercheurs, de textes d'artistes, de textes de militants, et en général, on est nous les passeurs de ces connaissances-là auprès des gens avec qui on travaille, que ce soit les sans-abri, les gens du voyage, les Roms. Et ça aussi, ça nous semblait insuffisant. C'est-à-dire qu'on soit uniquement les passeurs était tout à fait insatisfaisant. Il nous semblait important, vital même, d'ouvrir notre boîte à outils conceptuelle et faire en sorte qu'il y ait un rapport direct entre ces chercheurs et les personnes qui pouvaient être intéressées à cette appréhension d'une ville complexe et, si possible, la création d'une ville dans laquelle on puisse en tout cas se retrouver plus facilement, ou en tout cas dans laquelle les nôtres pourraient se retrouver plus facilement. D'où cette idée, et pour l'instant un rendez-vous mensuel, avec l'invitation à la fois de chercheurs, d'artistes, de militants, à qui on essaie de demander aussi de plus en plus en tout cas, de casser le rapport de l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire les inviter à faire, pour les chercheurs et les enseignants en université, à faire ici ce qu'ils ne peuvent pas faire dans l'université, et donc expérimenter d'autres formes. Donc Gilles Favarel, qui est chercheur en sciences politiques, spécialisé de l'informel et de la violence et institutionnelle, et des entrepreneurs de violence de manière générale, a tenté, il n'y a pas très longtemps, de faire une sorte de ciné-club en présentant un des films les plus trash de l'histoire du cinéma russe, pas simplement pour illustrer son propos, mais aussi comme possibilité d'utiliser le cinéma comme vecteur et porteur d'un certain type de connaissances. D'autres, comme Philippe Rekasevitch, cartographe, a poursuivi sa présentation de ce que pourrait être la cartographie radicale et a poursuivi ce travail-là en organisant un atelier de cartographie radicale avec les gens qui participaient au doctorat. Donc c'est aussi une forme qu'on expérimente un peu au jour le jour, on essaie de trouver des formes en tout cas désirables pour nous de faire traverser, transmettre, et justement, étant donné que notre travail en partie, c'est essayer de produire de la connaissance par le bas, et au contraire sortir du schéma de l'architecte ou de l'urbaniste classique qui regarde la ville à vol d'oiseau et qui la planifie et qui nous demande ensuite de vivre dans le plan, comme le petit personnage qu'il a dessiné sur sa perspective de promotion, arriver à trouver des formes mixtes et surtout des formes à double sens de transmission et d'élaboration de connaissances communes. Donc c'est un peu ça l'ambition aujourd'hui du doctorat sauvage, qui existe maintenant depuis 2-3 ans et qui invite voilà, de manière très très régulière, c'est-à-dire tous les mois au minimum, à la fois voilà, scientifiques, chercheurs, artistes, militants. Donc Martovtchina, qui est le travail qu'on mène absolument, donc un peu pour replacer déjà ce qu'est notre travail. Donc nous on travaille depuis maintenant 17 ans sur les questions urbaines en essayant de les mettre en partage avec ceux qui sont exclus des représentations majoritaires de la ville. Pour faire vite, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sur le plan de cadastre existe néanmoins, et c'est cet espace qu'on essaie d'explorer, alors pas comme des sociologues faisant du terrain justement, mais simplement en essayant d'élaborer des nouvelles formes de représentation avec ceux qui sont exclus de ces représentations majoritaires.
Échelle inconnue, c'est aussi une sorte de vieux camion diesel, hein, puisqu'on avance assez lentement. Donc c'est des projets qui durent entre 3, 4, 5 ans, qui tentent voilà, de poser une question, de l'explorer, l'épuiser. C'est l'épuisement de cette question et sa conclusion provisoire qui amène à la construction d'un nouveau projet. Donc on a travaillé auparavant sur la Smala d'Abdelkader, qui a été la capitale mobile de l'Algérie au XIXe siècle, qui était une opposition urbaine et politique à l'invasion française de l'Algérie au XIXe. D'un côté, on a Haussmann, ou ses prémices, qui tentent de réurbaniser nos villes en créant ce qu'on appelle aujourd'hui de l'espace public, mais qui est de l'alignement, etc. Et de l'autre côté, un émir un peu solitaire face à ses troupes surarmées, qui perd ville sur ville et qui décide de former un nouveau modèle urbain qui soit, non pas une ville nomade complètement, mais un juste milieu entre ce qui serait un espace urbain et justement un espace nomade, donc qui essaie de repenser une société qui serait la société de l'Algérie. Et on a attaqué maintenant depuis 3-4 ans ce nouveau projet qui s'appelle Makhnovtchina, donc qui tire son nom de la Makhnovtchina, donc qui a été l'armée insurrectionnelle dirigée par l'anarchiste Nestor Makhno de 1919 à 1922 en Ukraine, au plein moment de la guerre civile, et qui est une sorte d'orphelin de l'histoire, hein, puisque c'est une révolution plutôt agraire au départ, qui va se retrouver coincée très vite entre d'un côté l'armée rouge et de l'autre côté l'armée blanche, c'est-à-dire entre les Russes soviétiques et les troupes de Dénikine soutenues par le gouvernement français et le gouvernement anglais à cette époque-là. Donc pourquoi travailler aujourd'hui sur Makhnovtchina? Alors pour plusieurs raisons, parce qu'on voit bien que l'histoire elle continue plutôt à bégayer, qu'on voit bien qu'il y a des grands schémas qui se reproduisent perpétuellement et qu'aujourd'hui la crise ukrainienne, on pourrait aussi peut-être l'analyser de cette manière-là, c'est-à-dire comment un pays comme l'Ukraine se retrouve coincé entre d'un côté la Russie et de l'autre côté l'Union européenne, même si elle n'intervient pas de manière militaire, mais on voit bien que c'est un espace d'enjeu et c'est ce qui fait brûler les peuples en définitive. Mais surtout, ce qui nous intéressait, puisqu'on a travaillé on a le génie pour se trouver au bon endroit au bon moment, donc on a commencé ce travail avant même la crise ukrainienne, ce qu'on voulait poursuivre, c'était plutôt une intuition, c'était se dire que dans cet événement historique, la Makhnovtchina, qui s'est transformé très vite en immense caravane révolutionnaire à travers toute l'Ukraine, puisque c'est quand même des milliers de personnes sur les routes, alors pas que des hommes armés, c'est-à-dire des familles qui sont obligées de quitter leur village parce qu'elles sont persécutées, il y a des pogroms, c'est aussi un peu comme la Smala d'Abdelkader, une sorte d'assemblée de tribus, puisque il y a des régiments juifs, il y a des régiments grecs, il y a des régiments allemands, il y a des spartakistes qui vont rejoindre cet espace-là, mais surtout c'est une révolution qui met au cœur le mouvement, et qui s'intéresse très très peu au centre urbain. En définitive, elle les ignore, elle en fait le tour, elle traverse plutôt le vert de la carte et essaie de reconstituer l'espace politique, social de cette manière-là. Et l'intuition qui était derrière ça, c'est qu'aujourd'hui on vit les grands mouvements métropolitains, dont on dit tout et n'importe quoi. Bon, après on peut faire vite, hein, division des représentations réputées démocratiques par 4, aussi une sorte de planification de l'espace occidental au moins par une série de cités-États, c'est-à-dire concentrant à la fois richesse, pouvoir politique reliés par des vecteurs de transmission à grande vitesse, hein, le TGV, le train à grande vitesse, l'aéroport, l'avion, etc. Et qui, dans sa planification rêvée, favorise une sorte de mobilité du cadre, pour faire vite. C'est-à-dire que voyage entre les métropoles celui qui tient un peu les clés et de l'économie et du pouvoir politique et qui utilise ces moyens de transport à grande vitesse. Quid, du coup, dans cet espace, alors on pense aussi que plus on planifie, en définitive, la ville, plus on génère d'impensés de la ville. Ça, les urbanistes et les architectes, ils n'ont toujours pas compris. Ils pensent que véritablement, c'est parce qu'ils vont rentrer dans des échelles de plus en plus précises qu'ils vont arriver à planifier de plus en plus. Non. Plus on planifie, plus on génère d'impensés, plus on génère de l'indéterminé et ces choses-là. Donc, qu'en est-il de toute cette tâche verte promise par la métropole, c'est-à-dire tout ce qui sera autour de la métropole? Et on voit déjà que la campagne métropolitaine génère un autre type de mobilité qui est la mobilité des pauvres, qui eux vont construire la métropole, ils vont souvent construire les bâtiments, qui eux vont construire ces infrastructures de réseau qui vont permettre aux cadres de se déplacer, et c'est ça qui nous a intéressés. C'est se dire qu'il y a peut-être, pas nécessairement de manière conflictuelle aujourd'hui, deux types d'urbanité
qui existent probablement depuis très longtemps, qui serait d'une part une urbanité très sédentaire et d'autre part une urbanité foraine, disons, pour faire large, qui regroupe à la fois les gens du voyage vivant en caravane, les ouvriers vivant au pied du chantier dans leur camion, mais aussi les travelers qui aujourd'hui prennent leur camion, mais aussi les retraités qui finalement, parce qu'ils ont des petites retraites ou parce qu'ils ne désirent pas vivre de cette manière-là, lâchent tout, c'est-à-dire leur pavillon, vont se domicilier chez leurs enfants et vont passer le reste de leur retraite dans des camping-cars en faisant grosso modo le tour. Donc voilà, on voit bien qu'il y a aussi toute une ville qui est en mouvement, qui est évidemment oblitérée. Il y a un phénomène de cécité volontaire de la part des autorités qui ne veulent pas voir cette ville, ou sinon qui appliquent de manière aussi assez aveugle des réglementations qui font qu'on n'a pas le droit de vivre en camping à l'année, qui intranquillisent cet espace-là. Et voilà. Le problème, c'est comment faire en sorte que cet espace existe et ait des moyens de s'outiller aussi conceptuellement, mais aussi de s'armer face à ces mouvements d'intranquillisation. C'est arriver à rassembler l'ensemble de ces tribus éparses. C'est-à-dire comment les ouvriers vont pouvoir dialoguer avec les retraités en camping-car, etc. Et donc ça, c'est notre travail depuis 3 ans, c'est-à-dire aller avec des caméras, essayer de coproduire des films avec les gens, de manière à ce que chacun puisse se regarder. Ces gens qui ne se considèrent pas comme mêmes, si on va voir un manouche en lui disant tu vis un peu comme l'ouvrier là au pied de son chantier, le mec regarde, il dit ça va pas, je suis pas gadget. Et si on va voir un traveler en lui disant qu'il vit un peu comme le retraité en camping-car, en général ça se passe pas très bien non plus. Donc on voit bien qu'il y a un hiatus à cet endroit-là, néanmoins c'est les mêmes formes d'occupation de l'espace, soumises aux mêmes réglementations et aux mêmes facteurs d'intranquillisation. Et donc ce travail on l'a mené ici, alors sur un laboratoire qui est la Haute-Normandie pour l'instant, et évidemment de par le titre, Martnovщина, ça nous semblait aussi, et aussi de par le fait qu'il y a un nouvel orientalisme qui plane aujourd'hui quand même, la figure du gitan elle-même s'est réorientée et réorientalisée, c'est-à-dire la figure du manouche aujourd'hui était quasiment sudiste de la part des autorités, c'est-à-dire c'était l'image du gitan, c'est Esmeralda, voilà. Et là on voit bien qu'avec l'arrivée des Roms ou des Roumains vivant en bidonville aujourd'hui, il y a une réorientation de cet orientalisme, et l'orientalisme il vient de l'Est. Et qu'aujourd'hui les conflits font aussi que cet Orient de l'Est qu'on a oublié depuis la chute du mur, ou qu'on a fait semblant d'oublier, ou qu'on a essayé de faire disparaître depuis la chute du mur, réémerge de manière ultra-violente, parfois ultra-autoritaire et ultra-conflictuelle. Donc ça nous semblait nécessaire de porter aussi ce regard-là dans cette zone, donc idéalement l'Ukraine. Comme c'est un peu compliqué aujourd'hui, on a décidé, nous aussi, d'envahir l'Ukraine en s'installant d'une part en Moldavie et de l'autre part à Moscou, en prenant l'Ukraine en tenaille et essayant d'observer ces phénomènes-là en Moldavie et aussi en Russie. Et en se disant voilà, que la Martnovщина est peut-être le prémisse ou un référent possible à cette forme d'urbanité mobile et provisoire. Donc on teste cette hypothèse. On se rend compte qu'elle est valable par moment, puisque, par exemple, alors c'est pas un punk qui dit ça, c'est le directeur de l'Institut d'économie de Moscou, Radaïev, qui, lui, donc spécialisé de l'économie informelle, de la transition russe dans les années 90, et qui dit que, grosso modo, les années 90 et la période de transition et le marché informel étaient possiblement une troisième voie entre, d'une part, l'économie planifiée soviétique et l'économie capitaliste, d'autre part. Et qui y cite comme père de cette économie, il dit que grosso modo, Martno serait du point de vue politique l'équivalent du marché informel du point de vue économique. Donc on voit bien que ces choses-là, néanmoins cette hypothèse-là, se commence à se nouer et on arrive à la valider aussi dans cet espace-là. Donc voilà, le doctorat sauvage en architecture, c'est une première utopie, c'est arriver à faire de l'université comme on fait du rock. Voilà, en se disant qu'il y a aussi, c'est l'utopie derrière laquelle tout le monde court depuis Elvis Presley à peu près. Et l'autre ambition, c'est en effet ouvrir la boîte à outils conceptuelle et faire en sorte que les choses sur lesquelles on s'appuie soient disponibles. Donc, par rapport à ce projet Martnovщина, on désire aussi ouvrir notre boîte à outils conceptuelle et se dire qu'il y a aussi une nécessité, en particulier à l'heure actuelle, de déniaiser un peu le regard par rapport à cet espace post-soviétique que personne n'arrive à entendre tout à fait. Après, oui, l'autre utopie du doctorat sauvage, c'est aussi que ça outille notre pratique. On est identifié comme un groupe d'artistes et on essaie aussi de correspondre à l'idée qu'on se fait de l'art. Chacun choisit son histoire de l'art et penser comme Bonafé cité par Stéphane Gatti, qu'il y a peut-être deux formes. Il y a essentiellement deux formes d'art. D'une part, la forme du marché. C'est pas parce qu'il est financé de manière publique que c'est pas de l'art du marché. Et d'autre part, l'art culturel, c'est-à-dire l'art qui tente en effet d'articuler à la fois de la connaissance, produire de la connaissance et produire des formes qui sont support de cette connaissance. Et donc là, cette séquence là, de 4 mois autour de la campagne du Russie, ça correspond à ça. C'est l'invitation à la fois de chercheurs, d'auteurs,
autour de cette question de cette grande inconnue qui est aujourd'hui la Russie en particulier, mais aussi des espaces comme la Moldavie, etc. Donc on a reçu des auteurs, d'abord Arthur Larue pour son ouvrage Une guerre à perdre, qui est essentiellement centré autour de la figure du groupe Voïna, nos amis de Voïna, qui sont un groupe d'artistes russes qui eux aussi sont peut-être une troisième voie de l'histoire de l'art. C'est ceux qui ont réalisé un pénis géant qui se levait, qui dessinait sur le pont Levant en face du FSB à Saint-Pétersbourg. On a reçu donc Gilles Favarel qui tentait d'expliquer comment la période de transition russe est un espace aussi de transfert des compétences de la violence, c'est-à-dire comment les entrepreneurs de la violence se multipliaient, c'est-à-dire qu'on était auparavant dans une violence d'État à l'époque soviétique et que ça ouvrait les champs de l'entrepreneuriat de la violence, et comment ça était un parallèle à la transition à la fois économique et urbaine dans l'espace soviétique. Et on reçoit Massimo De Olivero ce soir, qui lui va nous parler du ciné-train de Medvedkin. Donc donc nous on fait des films, c'est aussi des choses qui nous intéressent, et se dire que voilà, le cinéma lui aussi aurait pu prendre une autre voie. Et il y a des voies qui ont été abandonnées, celle de Medvedkin, celle de Dziga Bertov, etc. C'est-à-dire des formes, alors pas de cinéma militant je pense, mais juste des formes d'art ou de cinéma qui veulent faire culture et qui veulent s'inscrire dans un projet et politique et société, et qui se met en transition. Pour la petite histoire, hein, Medvedkin, il va créer un train avec un laboratoire de développement, mais aussi un studio, et il va faire plusieurs milliers de kilomètres en passant d'un kolkhoz à un autre kolkhoz dans l'Union soviétique, et documenter le travail des ouvriers dans les usines. L'utopie est à matiner, parce que c'était aussi une campagne un peu de flicage de ces espaces-là. Donc voilà un peu cette séquence, et on terminera la séquence de la campagne de Russie autour d'une présentation du travail qu'on réalise aujourd'hui à Moscou et en Moldavie, à la fois sur le logement ouvrier en conteneur, puisque la spécialité russe aujourd'hui pour construire ce qui n'est même plus la métropole, mais la mégalopole, c'est entasser des Ouzbeks dans des conteneurs sur les chantiers, hein, qui sont en brigade de travail, donc qui n'ont pas le droit de sortir du chantier, qui ont un permis de travail, qui vont repartir en Ouzbékistan, mais aussi tout le travail qu'on met en place autour, l'interrogation et les rencontres autour du commerce forain, c'est-à-dire les kiosques qui ont fleuri dans les années 90, que Poutine veut voir disparaître aujourd'hui, mais aussi les bazars de Moldavie, qui sont l'unique possibilité de survie économique pour cet espace qui est coincé en effet entre ces deux grands post-empires que sont la Russie et aujourd'hui l'Union européenne.